Alors, bonjour, mon nom est Véronique Maltais et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à la présentatrice du conférencier, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra et votre micro, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la toute fin de la présentation. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Elisabeth Gauthier. Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Gauthier, directrice de recherche au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce 5e webinaire de la 36e saison des colloques du FCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Le gouvernement du Québec et la conservation de l'eau sur nos terres publiques, constat d'échec ». Elle est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec, principalement, et aussi dans les autres provinces. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Sylvain Jutras. Professeur titulaire au sein de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval, M. Jutras enseigne plusieurs cours couvrant les concepts de l'hydrologie appliqués aux milieux forestiers et humides. Ces domaines d'expertise sont liés aux effets de l'aménagement forestier sur l'eau, à la voirie forestière, à la mesure de la neige en milieu forestier, à l'hydrologie des tourbières, ainsi qu'à la cartographie hydrographique à partir de données LIDAR. M. Jutras est aussi très actif au sein d'un organisme de bassin versant, la CAPSA, dont il assure la présidence depuis 2009. Je laisse maintenant la parole à M. Jutras en précisant que, comme à l'habitude, les opinions du conférencier sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement la vision de Ressources naturelles Canada. Je vous souhaite un bon colloque. En même temps que la formation GIS, par exemple. Ça serait bon Juste que. avant, Merci beaucoup. Ça va être intéressant, important que les gens ferment leur micro ou que de exactement. ton côté, Véronique, tu t'occupes de les fermer. Donc, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci pour l'invitation aussi. Je suis bien content d'avoir pu justement aller de l'avant avec un sujet plutôt très important, mais aussi un peu controversé avec ma propre opinion. En fait, je suis bien content que vous souligniez que le Ressources naturelles Canada n'appuie pas de façon officielle les propos du conférencier. Je l'assume pleinement. Donc, je suis, comme vous voyez, sur il faudrait fermer les micros, ça va être compliqué si ce n'est pas le cas. Je suis reconnu, je fais partie du Centre d'études des forêts. Je suis reconnu généralement comme hydrologue au sein des forestiers. Et je fais aussi partie de Centro, où je suis généralement reconnu au sein des hydrologues. Ça va vraiment être difficile, Véronique, si les gens continuent à avoir leur Je suis micro. désolée. Ça devrait aller maintenant. J'ai coupé le son pour tous, s'il vous plaît. Parfait, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer en vous disant que mon message est très clair et est constant depuis longtemps. Je suis allé retrouver mes archives, puis ma première présentation que j'ai faite en lien avec l'eau et la forêt, c'est au congrès annuel de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, qui se passait le 22 septembre 2010. Ça fait maintenant presque 12 ans. Le titre, c'était L'eau et la forêt, rôle et responsabilité des ingénieurs forestiers dans la gestion de l'eau. Puis voici 3 diapos qu'il y avait. Déjà, à ce moment-là, en 2010, j'avais sorti, tout frais, tout chaud sorti, bilan d'aménagement forestier durable du Québec, où le bureau du forestier en chef avait souligné que pour la perturbation des cours d'eau, on était pogné avec un taux de conformité des normes de protection du milieu aquatique qui stagnait à 80 et qu'il n'y avait, pour les vieux chemins sans surveillance, pas de suivi, pas de bilan, pas de plan d'action. À ce moment-là, j'avais déjà dit qu'il y avait un grand problème pour l'entretien des ponceaux parce que qui en a la charge? Qui vérifie l'État? Ça, c'est sur les terres publiques. Quelle durée de vie? Qui va payer? Quel choix faire? Puis à partir de là, ça nous prend une concertation des usagers qui est nécessaire. Et ma conclusion, j'arrivais pour dire qu'on avait des lois et règlements forestiers efficaces lorsqu'ils sont bien appliqués. C'est possible de faire mieux. L'aire équivalente de coupe, aujourd'hui, je suis un petit peu moins de l'avis que c'était encore pertinent, mais l'installation de ponceaux est une grande problématique, mais aussi la menace la plus importante, c'était l'entretien du réseau routier et l'entretien des traverses de cours d'eau. Je mettais aussi beaucoup d'emphase sur le fait que les commissions régionales, on se remet en 2010, les TABGIR n'existaient même pas, donc il n'existait pas un terme de TABGIR. Et donc, la question de la concertation, je disais, il y a un avenir intéressant pour ça. Depuis 2010, mon métier, c'est d'être prof. Fait qu'est-ce que je fais dans la vie? Je répète, puis je répète,
puis je répète, puis je répète, puis je répète encore. Mais j'adore ça, je suis payé pour faire ça et c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Donc, depuis 2010, j'ai fait 26 présentations qui couvraient le thème que je couvre aujourd'hui. J'ai rejoint 1500 personnes pendant ces 26 présentations-là. Puis en plus, ben, les dernières présentations sont maintenant diffusées sur YouTube et j'ai déjà 1700 visionnements. À travers tout ça, j'ai formé 542 ingénieurs forestiers en leur expliquant ce que je vous explique aujourd'hui. 246 bacheliers en environnement, ça fait quasiment 800 personnes. Donc, je suis rendu avec au moins 4000 personnes au Québec. C'est sûr qu'il y a du dédoublement, là. Il y a des gens qui ont vu plus qu'une fois ma présentation. D'ailleurs, aujourd'hui, je félicite ceux qui sont encore patients de regarder ce que je présente encore aujourd'hui. Mais ça fait longtemps que mon message est le même. Et là, maintenant, je le fais évoluer. Depuis un an, mon principal message, c'est que, puis là, c'est la présentation que j'ai faite le 25 janvier 2021, donc il y a un an. La conclusion était la suivante. Le gouvernement du Québec ne peut pas prétendre atteindre le critère de conservation des sols et de l'eau dans les forêts du domaine de l'État. Qu'il souhaite ou qu'il ne souhaite pas, moi, je ne suis pas convaincu. Je suis un expert du milieu forestier et de l'hydrologie surtout. Puis sur la question de la conservation de l'eau, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'en ce moment, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui est responsable pour le gouvernement du Québec de faire la vérification de l'entretien et de la protection de l'eau, ne fait pas la vérification qu'il faut de l'entretien de la voirie forestière. Et ça en fait, ça bafoue le principe d'aménagement forestier durable. Et justement, j'en profite dès maintenant pour faire une aparté qui est importante. Ici, je ne parle pas des fonctionnaires qui travaillent dans le reste de la présentation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, parce que plusieurs des gens sur les 26 présentations que j'ai eues, sur les 12 ans que j'ai passé à consulter, faire des présentations, discuter, il y a beaucoup de fonctionnaires du gouvernement du Québec qui m'ont dit que la situation était pas, à leur avis, une bonne situation, il y avait des choses à améliorer et que dans leurs compétences, dans leur responsabilité, il n'y avait pas le mandat de régler la problématique que j'évoquais. Donc, à partir de maintenant, quand je parle du MFFP, comprenez bien que je m'adresse à la direction politique, aux preneurs de décision qui sont en haut de la structure du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je vais faire 3-4 diapos que vous avez probablement déjà vus, si vous avez déjà vu mes présentations, mais tout le reste de la présentation, c'est du nouveau matériel. Donc, les enjeux de l'eau en milieu forestier, quand on est hydrologue, quand on consulte la littérature scientifique, c'est assez clair que la principale menace, il y en a d'autres menaces, il y en a plein de menaces, mais la principale menace en milieu forestier, c'est le port externe de sédiments dans les cours d'eau. Qu'est-ce que je dis par rapport externe de sédiments? C'est des sédiments qui ne devraient pas se retrouver dans un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est normal, ça s'érode, il y a des transports de sédiments à travers tout ça, mais ça, c'est des sédiments internes au cours d'eau qui sont prélevés à la tête du cours d'eau, dans le cours d'eau, qui se déplacent avec le temps. Ça fait 8000 ans que ça se déplace, ça va encore se déplacer. Mais par contre, quand on fait des ornières dans plein milieu d'un champ, d'un territoire forestier, en faisant des récoltes forestières, bien, ça favorise des dommages au sol et les sédiments qui sont dans les ornières peuvent se ramasser d'un cours d'eau et ça, on ne veut pas ça, donc on limite l'orniérage et ça, c'est bien appliqué au Québec. Il y a des risques de transfert de sédiments vers les cours d'eau et ça, c'est filtré justement par le rôle des bandes riveraines et au Québec, c'est minutieusement appliqué partout de façon très efficace en milieu forestier. Quand on arrive à la même menace d'apport externe de sédiments dans les cours d'eau, il ne faut pas négliger la voirie forestière parce que chaque traverse de cours d'eau est un point de contact avec un cours d'eau. Que vous le voyez ou pas, là, sur la photo que vous voyez là, il y a des dizaines, voire des centaines de 10 roues de sédiments qui sont du matériel externe. C'est du matériel qu'on a pris dans une gravière qui jamais devrait se retrouver dans un cours d'eau, qu'on a pris, qu'on a mis au-dessus du cours d'eau. On le stabilise, on s'assure qu'il ne soit pas érodé. C'est pour ça qu'il faut faire attention pendant qu'on construit la structure pour ne pas jeter plein de sédiments dans le cours d'eau. Mais surtout, c'est qu'il faut aussi les entretenir parce qu'à long terme, les centaines de camions de voyage, de 10 roues, de matériel granulaire peuvent être emportés vers les cours d'eau. Et c'est un risque qu'on prend et qui est connu depuis toujours. Par contre, il faut le gérer. La façon que c'est géré au Québec, la voirie forestière en terre publique,
puis là, tout le reste de ma présentation est tourné vers les terres publiques, c'est que la construction des chemins forestiers est très bien encadrée par le RNI pendant 30 ans. De 1988 jusqu'à 2018, il y a eu différentes versions du RNI, des améliorations. La figure qui est là, c'est une figure qui justement explique comment appliquer le RNI. Il y a plein de réglementations, c'est bien fait, c'est pas parfait, il y a tout le temps des petites choses qu'on peut améliorer, mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu principal n'est pas lié à la construction de la voirie forestière. Il y a déjà un bon cadre réglementaire, il y a des gens très compétents qui installent les traverses de cours d'eau, qui construisent les chemins, qui sont bien formés et qui le font adéquatement. Et ce n'est pas là le lien avec mon message que je passe aujourd'hui. Donc, il existe plein de règles de déviation, etc. C'est pour vous donner un exemple. Depuis 2018, c'est l'RADF, donc ça fait 4 ans, c'est quand même assez récent. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chemin qui est construit en milieu forestier public, il devient immédiatement public. C'est une évidence, là, mais c'est quand même très important à le mettre en situation. Quiconque veut se promener sur le chemin peut le faire. Il n'y a pas de barrière, il ne peut pas y en avoir. Si c'est financé, si c'est fait sur terre publique, il y a accès à tout le monde, sur tout le territoire, sur tous les chemins. C'est des chemins qui sont fortement subventionnés, qui l'ont été dans le passé aussi, pendant 30-40 ans, quand ils ont construit des chemins pour l'exploitation forestière. Il y a des retours, il y a toutes sortes de méthodes de subventionner la construction des chemins qui sont sur le territoire public. C'est le gouvernement du Québec qui s'assure de faire en sorte que ça soit bien construit, mais aussi que ça soit subventionné. Par contre, il n'y a jamais eu au Québec de réel plan de gestion. Un plan de gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, le chemin, là, quand on le construit où? Pourquoi? Ça va servir à qui? Ça va servir combien de temps? Puis quand est-ce qu'on va l'enlever? Ce plan de gestion-là, là, il n'a jamais existé. Depuis 1988, même peut-être avant, en fait, il y avait peut-être des plans de gestion qui étaient faits par les concessions forestières. Et depuis le RNI de 1988, la loi sur les forêts, la responsabilité a été laissée, en tout cas à peu près. Donc, ce qu'on a dit, c'est développer le réseau routier, on va le subventionner, puis ensuite, on va appliquer le principe, puis là, je mets des grosses guillemets, d'utilisateur-payeur parce que c'est écrit nulle part. Je me le fais dire à chaque rencontre que je parle avec des gens du ministère des Forêts qui me disent « Ouais, mais c'est le principe d'utilisateur-payeur. » Il n'existe pas. Un vrai principe d'utilisateur-payeur, c'est que tu mets une barrière, tu mets une gate, puis à chaque fois qu'il y a un truck qui passe, tu charges une coupe de piastres, puis après ça, ben, tu as un utilisateur-payeur. Là, la façon que c'est fait, c'est de dire ben, une fois que c'est construit, s'il y a du monde qui utilise le chemin, on va leur dire d'entretenir le chemin. Puis c'est ça. Fait que normalement, tout devrait s'entretenir. Mais ça n'a aucun sens, parce que la plupart des chemins ne sont pas réutilisés, et c'est ce que je veux vous amener à comprendre. Des chemins peu fréquentés au Québec, là, il y en a partout. Allez à la chasse au petit gibier, allez n'importe où, promenez-vous sur les EC, promenez-vous sur les territoires ligues, promenez-vous dans n'importe quel endroit, il y a des chemins partout. Il y en a plein qui sont très, très peu fréquentés. Puis quand ils sont peu fréquentés, qu'est-ce qui se passe? Bien, il finit par y avoir de l'érosion parce que l'eau fait son effet. Puis là, bien, cette érosion-là est un apport massif de sédiments vers les cours d'eau. Des exemples de chemins comme ceux-là, ben, quand il ne pleut pas, tu ne le vois pas qu'il y a de l'eau, mais là, tu dis, ben, c'est tough à passer en troc, puis tu finis par te retrouver de l'autre bord du chemin. Mais le sédiment fin qui était dans ce chemin-là, là, ben, il est rendu dans le cours d'eau en bas. Là. Et ça, il n'y a pas personne qui fait aucun suivi, aucun inventaire qui regarde ça. C'est un apport massif de sédiments vers les cours d'eau. Il y a des cas extrêmes, on en rencontre de façon assez fréquente quand on se promène dans le bois où des chemins complètement sont lessivés. Cathy, en joke, n'est pas très grande, à mesure 5 pieds, là. Mais il reste que c'est quand même des volumes, là, le nombre de 10 roues de sédiments qui sont rendus dans le cours d'eau. Ici, ça ne se calcule même plus. Mais à faire avec des ponceaux qui sont lessivés, c'est fréquent qu'on en trouve en milieu forestier. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les remplace par d'autres structures, puis on finit par traverser autrement pour les gens qui sont des utilisateurs secondaires du réseau routier. Je reviens à l'état de la voirie forestière qui a été souligné par le Bureau du forestier en chef dans le seul bilan d'aménagement forestier durable qui a été fait de façon indépendante par le Bureau du forestier en chef. Il soulignait que les entreprises forestières sont responsables de l'état des chemins pendant leur utilisation, et c'est vrai. Donc, ils doivent être bien construits. Pendant qu'on sort du bois, pendant qu'on a des ventes de bois, on a du transport lourd, de matériel, etc. Bien, il est bien suivi, puis il est laissé en bon état suite à l'utilisation intensive qui est faite par les compagnies forestières pour l'extraction. Mais après cette période, les entreprises n'effectuent
aucun suivi de ces chemins parce que légalement, ils n'en ont pas la responsabilité. Ce n'est pas leur territoire, c'est du territoire public, c'est des chemins publics. À partir de là, toute la responsabilité est transférée, je le souligne, au gouvernement du Québec, qui est propriétaire et qui en a laissé la gestion au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le bureau du forestier en chef a dit que, justement, il n'y a pas de suivi, pas de bilan, pas de plan d'action à l'égard des vieux chemins et que les vieux ouvrages permettant de traverser les cours d'eau. Donc, il n'y a pas de suivi, il n'existe pas de base de données, il n'y a rien qui est fait par le ministère des Forêts et ça, c'est en 2010. En outre, il n'existe aucune évaluation de l'ampleur du réseau routier forestier abandonné et de son apport de sédiments dans le milieu aquatique. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas personne qui travaille là-dessus au sein du ministère des Forêts depuis 2010. En 2010, je vous dirais que depuis ce moment-là, il n'y en a pas bien plus. On a fait un projet de recherche qui concernait l'état et la durabilité des traverses de cours d'eau. On a fait ça par le financement de la Fondation de la Fronde. Il y a un paquet de partenaires, Fédération des pourvoiries du Québec, la CEPAC, les ZEC Québec, les Premières Nations. Donc, on a travaillé avec un paquet de gens. Puis mon étudiant, Philippe Paradis-Lacombe, a produit une maîtrise qui conclut qu'il y a au-dessus de 400 000 km de chemins en forêt publique au Québec. Les bases de données des chemins sont incomplètes. Il y a au-dessus de 35 % des chemins qui, selon toute évidence, sont abandonnés. Il y a au-dessus de 75 % des chemins qui ne sont pas entretenus. Donc là, pas entretenus, ça peut poser un problème. Et il y a plus de 50 % de traverses de cours d'eau qui sont dans un état de dégradation avancé. Et ça, c'était en 2018 avec des données qui avaient été prises en 2015. Ça fait déjà longtemps, là, ça fait déjà 7 ans qu'on a fait ce constat-là. Puis la durée de vie des traverses en acier, des tuyaux en acier, des TTOG, bien, ça dépasse rarement 30 ans. Fait que ça aussi, c'est important à prendre. 30 ans, pourquoi ça a de l'importance? Parce que notre forêt publique, elle a été largement exploitée. Si vous voyez ici l'évolution des volumes de récolte par rapport aux possibilités forestières, la ligne que j'ai soulignée en rouge, c'est les volumes de bois qui ont été récoltés. La période la plus intense, c'est de 1994 à 2007-2008. Tic-tac, tic-tac, le temps passe, là. 94, pensez-y, c'est pas. Hein? Ça veut dire que là, les tuyaux de métal qui ont été posés, ça vient tout à leur fin de vie utile. Ils sont tous rouillés, ils sont tous en train de finir, puis si on ne les remplace pas, ben on va avoir un problème. Là. Il va y avoir de l'érosion, ils vont finir par s'affaisser. Ce n'est pas magique. C'est un tuyau de métal, quand ça s'affaisse, le remblai qui est dessus tombe dans le cours d'eau, ça s'en va dans nos cours d'eau. Donc, l'utilisation est diversifiée ensuite, mais pas beaucoup. C'est quoi l'étendue de la voirie forestière au Québec? C'est important de comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Bien, en 2015, le portrait statistique, donc au moment où mon étudiant Philippe faisait son étude, les données n'existaient pas. Parce qu'en 2015, si vous regardez comme il faut dans le portrait statistique, qui est des ressources et industries forestières, qui est le document qui est à chaque année remis à jour avec plein d'informations sur tous les travaux civicoles, tout ce qui est subventionné, c'est vraiment super bien fait. Il y avait une seule information jusqu'à 2015 qui concernait les chemins. Puis souvent, c'est une information très erronée qu'on voyait reprise ailleurs dans d'autres documents gouvernementaux. On voyait que 20-25 000 km de chemin en milieu forestier. Ben, il n'y a pas 20-25 000 km de chemin en milieu forestier, ça n'a pas de sens. C'est pas assez. Puis l'idée, c'est que quand on regarde comme ça, on se rend compte, OK, c'est les cartes routières officielles du ministère des Transports, puis c'est des chemins forestiers numérotés. Ça veut dire que c'est la 175 qui passe dans le parc des Laurentides, c'est ça qui est rentré dans les données. OK, on comprend. À partir de 2016, il y a quelqu'un quelque part qui a allumé et qui a commencé à dire, on va faire le vrai portrait statistique des vrais chemins multi-usages. Voici ce qu'on a reçu en 2016. Donc, maintenant, on a passé de 25 000 km de chemin à, ici, il y a une série de classes de chemins. Je vais vous expliquer ça, ça ne sera pas bien long, là, avec des codes, classe 1, 2, 3, 4, 5, puis là, des H. Tiens, on va les remplacer. Hiver, hors normes, inconnus, non classés, non forestiers. Ça m'en fait du chemin. Puis là, on arrive dans le total à la fin. Oh! 600 000 km de chemin. Oh! OK, là, on commence à jaser. Il y a 600 000 km de chemin au Québec, en forêt boréale, en forêt publique. C'est pas le chiffre de 25 000 qu'on avait avant. Là. Et là, c'est dur à interpréter. Je vais vous faciliter la tâche. Je vous mets ça, les mêmes données que vous venez de voir, sous forme de pointe de tarte. On va commencer par regarder les chemins hors normes. Les chemins hors normes, c'est les gros chemins qui sont des autoroutes en gravier
hyper bien entretenus qui permettent de sortir le bois sur des planétaires, là, des camions à hors dimension qui ne vont pas sur les routes normales et qui sont capables de se rencontrer deux. C'est plus large qu'une autoroute. C'est immense, mais ça ne représente même pas 1% de ce qu'on a comme structure. C'est des chemins qui, là, c'est important de comprendre, ont une durée de vie prévue de 50 ans selon le RADF, qui est l'annexe 4. En fait, là, il y a de l'information qui dit ben, les classes de chemin, c'est quoi leur durée de vie prévue? Quand même assez intéressant à savoir. Parce que normalement, si on construit un chemin hors norme, on va s'arranger pour mettre un tuyau qui va toffer 50 ans. Si on ne met pas 50 ans, il va falloir remplacer le tuyau avant ça. Mais je vous rappelle qu'un TTOG, un tuyau de tôle ondulé galvanisé, peu importe sa grosseur, c'est 25 ans la durée de vie. Le vendeur, là, Armtec, Soleno, ils vont vous vendre le tuyau puis ils vont dire dans 25 ans, il est fini. Là. Moi, je m'occupe plus de ça. Là. Puis ça, c'est s'il est bien posé. Les chemins de classe 1 et 2, ils ont une durée de vie de 2 ans. C'est des chemins aussi de très grande envergure, larges, qui permettent de circuler vite. Les chemins de classe 3, il n'y en a pas tant que ça. C'est une durée de vie de 10 à 15 ans prévue. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que les chemins de classe 4, c'est 3 à 10 ans la durée de vie. C'est des chemins d'extraction. C'est des chemins qu'on construit, qu'on sait qu'on va faire un peu d'aménagement forestier pendant quelques années, puis après ça, on s'en va, on laisse ça à d'autres. Ils sont conçus avec une structure, avec du gravier, avec des tuyaux, et pour une durée de vie très courte. Et les chemins de classe 5, normalement, c'est en bas de 3 ans. Donc, tu rentres, tu sors ton bois, puis tu t'en vas. Et là, ce qui est surtout surprenant dans cette base de données-là, c'est que 46% de la base de données qui est classée non classée. On sait qu'il y a une ligne. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un seul des chemins non classés qui c'est du classe 1, 2, 3 qu'on a oublié de mettre sur une carte. Non. Ça, là, c'est sûr que tout ce qui est non classé, c'est du chemin de classe 5, peut-être du classe 4, qu'on n'a pas l'information parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont été construits, on n'a aucune idée. Ils sont photo-interprétés, ils sont à quelque part, ils sont dans une base de données, mais on ne sait pas leur âge, on ne sait pas leur état, on ne sait pas s'ils sont recouverts, on ne sait pas s'ils sont carassables. C'est ça, là, des chemins non classés. Là, en 2020, je suis allé chercher les mêmes données, puis juste pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme évolution dans la question de la gestion des chemins. Si on reprend ça à peu près dans le détail, ce n'est pas tellement facile à interpréter, fait que je vous facilite la tâche. Si on prend les chemins à longue durée de vie, qui sont faits pour accéder au territoire, un réseau stratégique, quelque chose de, des chemins de bonne qualité qu'on va entretenir, qu'on va se rendre partout, accéder aux ressources puis aux grands massifs de bois. Bien, en 4 ans, en 2016 et 2020, on a baissé de 21% la quantité de ces chemins-là en termes de longueur. Dans les classes 4 et 5, on a augmenté de 23%. Donc, ce qu'on a construit en 4 ans, c'est essentiellement des chemins de courte durée de vie, en le sachant d'avance. On ne s'en servira pas longtemps, et ciao, bye, après ça, et ça sera pour les autres utilisateurs. Et au point de vue du non classé et inconnu, on voit qu'il y a un petit peu plus d'inconnus, mais au final, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que par année, il s'est construit environ, pendant la période de 4 ans, 4400 km de chemin par année. Pensez-y comme il faut. 476 000 km de chemin si on en enlève. On fait le ménage, là, puis on garde ce qui n'est pas des chemins d'hiver, etc. Là. En fait, autour de 450 000 km de chemin, mais ça va prendre 100 ans. C'est pas compliqué. Là. À la vitesse où on construit des chemins, ça va prendre 100 ans pour revenir en arrière, puis nos durées de vie de chemin, il n'y en a même pas un qui fait 100 ans. Fait on est dans une situation où on ne fait qu'empirer le problème parce que ce qu'on construit, c'est des chemins de courte durée et on ne les entretient pas. Pourquoi on ne les entretient pas? Parce que l'entretien n'existe dans le cadre réglementaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs que par une seule règle. C'est l'article 97 du RADF, le Règlement d'aménagement durable des forêts. Je vais justement vous le décrire puis vous le lire. En fait, toutes les règles du RADF concernent la construction, l'amélioration, la réfection ou la fermeture, mais si tu as besoin d'entretenir une route, ben, qu'est-ce qui dit qu'il faut que tu entretiennes une route? C'est l'article 97. Ça dit que toute personne réalisant une activité d'aménagement forestier, donc ça veut dire tu produis du bois, tu fais des traitements sylvicoles, peu importe, la plantation, qui utilise régulièrement un chemin traversant un cours d'eau, doit s'assurer que le lit du cours d'eau est stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau, et que l'état de celui-ci permet la libre circulation de l'eau afin d'assurer la durabilité du chemin.
Et là, ce qui est intéressant, la deuxième phrase, ça dit « Il en est de même du gestionnaire d'une pourvoirie, d'une zone d'exploitation contrôlée ou d'une réserve faunique ou d'une entreprise qui réalise des activités minières et des travaux d'utilité publique. Hydro-Québec, Énergir, etc. » Donc, ça couvre tout le monde qui utilise le milieu forestier. Si tu utilises le chemin régulièrement, ça c'est le terme qui est bien précis, puis là, c'est pas tout à fait bien défini. Là. Il y a des détails qui expriment un petit peu plus ce qui est une utilisation régulière. Normalement, tu devrais t'occuper d'entretenir le réseau routier. Mais je vais vous montrer un exemple bien précis là-dessus. Voici le ponceau de la route 3312, qui est au nord de la forêt Montmorency. Ici, sur la carte, là, je pointe une flèche. Là, le pavillon de la forêt Montmorency est à peu près 4-5 km plus au sud. Si on prend la route 33 vers le nord, on s'en va au lac des Neiges. Puis si on s'en va sur l'autre route, on s'en va sur le lac Bellefontaine. C'est une route d'accès pour des lacs de villégiature pour la CEPAC qui est très importante. Et on a, à cet endroit-là, plusieurs ponceaux qui sont en mauvais état. Donc, on a un ponceau que j'ai justement envoyé au ministère des Forêts, à la CEPAC, pour leur dire on l'a inspecté, là, puis moi, ça donne bien, je donne des cours là-dessus. J'ai fait dimensionner le ponceau à mes étudiants, on a visité ça, on a filmé ça, on a calculé la pente, on s'est amusé. Là, moi, je donne ça pour mon cours d'hydrologie forestière. Donc, les résultats, j'ai dit, je vais les partager. Là. Je ne garderai pas juste ça pour moi, je vais les partager. D'abord, le ponceau est en mauvais état, il n'y a plus de remblai dessus. Ça, c'est immensément dangereux. Tu passes un 10 roues là-dessus, tu passes une vanne de bois, c'est terminé, il y a foire, puis ton camion passe dans le trou. C'est même légèrement dangereux pour le passage de véhicules comme un pick-up. Là. Donc, le tuyau est trop petit. En plus, il va falloir mettre, là, c'est un 900 mm, il va falloir mettre un 2000 mm. Calculez ça comme vous voulez, là, c'est 2 fois plus gros. Fait que là, ça veut dire beaucoup de voyages de gravier pour être capable de réparer ça. Puis c'est un site, un chemin qui est utilisé par la CEPAC, donc ils ont dit « Oui, parfait, on s'en occupe ». Je vous présente ici le vidéo, justement, avant sa réparation, de quoi ça pouvait avoir l'air. On voit, là, le tuyau, il est bien rouillé, il est assez vieux, il est mal installé. En tout cas, il suit la pente, là, mais clairement, on voit qu'il y a des problèmes d'érosion, il y a des problèmes de remblai. C'est pas sécuritaire. N'importe qui travaille en génie, en génie civil va vous dire que ça n'a pas de bon sens. Mais voilà, donc c'est sur un super beau cours d'eau permanent, il n'y a pas de problème, puis ça jette dans ça jette dans la rivière qui est à la sortie du lac Bellefontaine, qui tombe dans la rivière Noire, qui tombe dans la rivière Montmorency, puis qui finit par couler dans les chutes Montmorency à côté de Québec. Puis là, je vais vous montrer un beau vidéo de après la réparation, comment ça a été réparé en suivant les règles de l'article 97 à la lettre. Donc ça, c'est 1 an plus tard, suite aux réparations qui ont été faites. Je ne suis pas sûr que vous avez compris. Je vais recommencer. Ça, c'est... Je vous le présente encore juste pour être sûr que vous comprenez comme fou. Là. Ça, c'est après la réparation, suivi et approuvé par les gens du ministère des Forêts, parce qu'ils ont respecté l'article 97. Prends le temps de regarder ça. Oh, excusez. L'article 97, là, je vais vous le représenter encore, juste pour être sûr que vous compreniez comme fou. Là, on va y aller avec des détails. Là, c'est clair que la CEPAC utilise régulièrement ce tuyau-là. Le cours d'eau doit assurer que le lit du cours d'eau est stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau. Ça veut dire que il ne faut pas qu'il y ait il faut enlever de la roche en avant puis en remettre en après. C'est à peu près ça en avant. Puis celui-ci permet la libre circulation de l'eau. Ça veut dire que quand il y a de l'eau qui veut passer, il faut qu'elle passe. Mais afin d'assurer la durabilité du chemin, c'est pas écrit qu'il faut assurer la durabilité du chemin. L'objectif de l'article 97 est très clair, mais les moyens sont complètement inappropriés. Je m'excuse, mais c'est parce que assurer la durabilité du chemin, ça serait d'inspecter le tuyau, de regarder sa durée de vie. Il est-tu en fin de vie? Quand est-ce qu'on le remplace? Rajouter du remblai. Parce que là, techniquement, là, sur 200 mètres de chemin, la CEPAC est passée, a dévié toutes les eaux, ont fait très exactement attention de ne pas mettre aucun coup de pelle mécanique dans les 20 mètres autour de chacun des tuyaux qui étaient en cause. Parce que si le moindrement il touchait à quelque chose dans le 20 mètres, il fallait qu'il considère ça comme étant des travaux d'entretien et de réfection, plutôt de réfection. Puis dans ce cas-là, il faut que tu dimensionnes ton tuyau. Puis là, tu es obligé de mettre un tuyau 2 fois plus gros. Puis là, c'est 15 000 $ au bas mot pour le tuyau pour le remplacer. Puis là, il faut rajouter le remblai.
ils ont respecté à la lettre l'article 97 qui, au final, finit par dire si c'est pas brisé, touche-y pas. Fait que si vous pensez que l'article 97 puis la planification du ministère des Forêts pour prévoir un entretien de la voirie forestière à long terme passe par un article de loi, bien, je vous démontre comment l'article de loi, à certains endroits, est mis en application et c'est pas quelque chose qui permet d'atteindre l'objectif qui est d'assurer la durabilité du chemin. Donc, ça favorise un évitement d'entretien et l'abandon du réseau routier. Donc, sur les ponceaux, sur les chemins abandonnés, quand il n'y a pas d'utilisateurs réguliers, c'est encore pire, là, parce que là, on n'a même pas commencé à parler de ça. Là ça, c'était les chemins qui représentent à peu près 25% du réseau routier. Il y a 75% du réseau routier qui est très peu utilisé, ou même qu'il n'y a pas d'utilisateurs réguliers. Il n'y a même pas un article du RADF qui s'applique à ça, même pas l'article 97. Et les dommages à l'environnement, vous voyez un exemple ici d'un ponceau qui a eu un lessivage du remblai. Bien, ça représente un volume de sédiments. Là. On a mesuré plein. Là. Et ça, c'est une image d'un en exemple que je vous donne. C'est facilement 8 à 10 mètres cubes. Puis 8 à 10 mètres cubes, c'est un voyage de 10 roues qui a été mis sur le cours d'eau, sur le ponceau. Mais finalement, le voyage de 10 roues, là, il est rendu dans le chemin, dans le cours d'eau. Là. Il est rendu plus bas. Puis ça, en ce moment, bien, les dommages à l'environnement, qui est le propriétaire? C'est le gouvernement du Québec, c'est le MFFP qui en a la gestion. Quelles lois sont concernées? Parce que là, il faut commencer à penser à dire bien, à d'autres personnes de s'en intéresser. Bien, la loi sur la qualité de l'environnement, l'article 20 et 21 s'applique. Puis la même affaire sur la loi sur les pêches. Là. Tout le territoire forestier, il n'y a pas d'exclusion. Donc, qui doit protéger l'eau au Québec? Bon, le ministère des Forêts fait ce qu'il peut pour la construction, mais pour l'entretien, c'est clairement dans l'angle mort du ministère des Forêts pour l'instant. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, donc le ministère MELCC, applique la loi sur la qualité de l'environnement et l'article 20 est un article clé. Vous en parlez à n'importe qui travaille dans le milieu privé, public, sur les territoires privés au Québec. L'article 20, il n'y a pas personne qui peut passer à côté. Il faut avoir des certificats d'autorisation. C'est hyper compliqué. C'est une des lois les plus fortes pour la protection de l'eau parce que ça dit nul ne peut rejeter un contaminant dans l'environnement ou permettre un tel rejet au-delà de la criticité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi. Mais là, une question de concentration, des sédiments, du gravier, ça ne marche pas. Mais la même prohibition s'applique au rejet de tout contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être et au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes et aux biens. Donc, c'est large. Mais l'article 20, c'est un article clé du gouvernement du Québec. Et pour l'instant, bien, de toute évidence, dans les cas de dommages à l'environnement, par manque d'entretien, l'article 20 n'est même pas respecté. L'article 21, lui, dit que quiconque est responsable d'un rejet accidentel dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20 doit, sans délai, faire cesser le rejet. Mais là, pour l'instant, les traverses de cours d'eau qu'on a là, même si on les envoie au ministère des Forêts, on leur dit en passant, il y a un problème d'érosion, ils n'iront pas régler la situation. Là. Mais pourtant, c'est eux qui sont responsables, ils sont au courant, ils devraient faire cesser le rejet, puis en plus, aviser le ministre. Là-dessus, puis je vous le répète, là, en ce moment, il n'y a aucune loi ou règlement au Québec qui exempte le ministère des Forêts de devoir respecter les articles 20 et 21 de la loi sur la qualité de l'environnement. Il y a juste l'article 22 qui ont le droit d'être exemptés, mais pas l'article 20 et 21. Puis là-dessus, ben, je vous répète, là, MPQ, Hydro-Québec, eux autres, là, ils respectent l'article 20 et 21, puis ça leur coûte une fortune de le respecter. Fait que, pour l'instant, le ministère des Forêts, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ça. Il ne veut pas le savoir, il ne prend pas de données, il s'arrange pour ne pas s'occuper de la question des contaminants qui sont sous sa responsabilité. C'est bien plus simple de gérer ça de même. Du côté du Canada, Pêche et Océan Canada, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Pêche et Océan Canada, là, il y a la loi sur les pêches, puis ça interdit d'immerger ou de rejeter des substances nocives ou d'en permettre l'immersion ou le rejet dans des eaux où vivent les poissons. C'est bien plate à dire, là, mais dans la rivière Montmorency, dans la rivière Noire, puis dans la sortie du lac Bellefontaine, il y en a du poisson. C'est pas un problème. Donc, les sédiments qui ont été rejetés dans les endroits que je vous parlais, ben, ils se ramassent dans le milieu aquatique. Il y a des poissons partout, de toute façon, au milieu forestier.
En cas de rejet d'immersion, il y a un autre article qui dit que, en fait, c'est effectif ou fort probable ou imminent. En fait, ce que ça dit, c'est qu'il faut justement avoir avisé le ministère de cette chose-là. Mais vu qu'on n'a pas de données, vu qu'on ne le sait pas, on n'a même pas besoin d'aviser personne. Du côté de Ressources naturelles Canada, je vois qu'il y a plein de documents. Je suis allé sur le site du Ressources naturelles Canada. J'en profite aujourd'hui. C'est une présentation qui est quand même diffusée par le Service canadien des forêts. L'aménagement forestier durable fait partie des intérêts de Ressources naturelles Canada. Il y a un rapport annuel de l'état des forêts qui décrit entre autres les liens entre l'eau et les perturbations anthropiques, comme la récolte forestière. Il y a 2-3 lignes qui sont écrites là-dessus, sur les perturbations naturelles, pour dire que les épidémies d'insectes, les feux, ça peut causer des effets sur l'eau. Les changements climatiques et le climat qui peuvent avoir certains effets sur justement la question des cycles de l'eau. Et par contre, il n'y a aucun lien qui est fait entre la voirie et l'eau. Et pourtant, il devrait y en avoir. Et il y a des liens dans ce document-là et ailleurs sur le site de Ressources naturelles Canada qui s'en remet beaucoup à la certification forestière pour dire que justement, il y a des services, des systèmes de certification forestière qui encouragent les saines pratiques. Par contre, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais la certification forestière au Québec, là, les avis de non-conformité sont archi fréquents pour la question des plans de gestion de la voirie parce qu'ils sont systématiquement incomplet. Parce que les compagnies forestières qui se font certifier par FSC, par CSA, peu importe les structures, ils disent, moi, mon plan de gestion de la voirie forestière, c'est de construire ou de rénover des tronçons de route. Puis une fois que j'ai terminé, je respecte le cadre légal et je vais laisser les infrastructures en place pour les autres utilisateurs. Et là, tous les autres endroits au Canada, c'est impossible d'avoir un plan de gestion de voirie forestière sans avoir un plan d'entretien, un plan de fermeture. Ça n'existe pas. Puis là, ils viennent de s'en rendre compte depuis quelques années au niveau de la certification forestière. Puis ceux qui pratiquent les audits pour la certification forestière dans différentes provinces le savent très bien. Au Québec, les compagnies disent ça ne relève pas de moi, ça relève du ministère des Forêts de faire le plan. Puis le ministère des Forêts ne présente aucun plan d'entretien, de fermeture de voirie forestière. Puis les avis de non-conformité sont simplement abandonnés parce que les compagnies de certification forestière n'ont pas le choix. Il faut qu'ils certifient l'entreprise. Puis ils disent c'est pas de l'aménagement forestier durable à long terme, mais sauf que la compagnie fait les bonnes pratiques. Mais dites-vous qu'ailleurs au Canada, là, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, ça fait 30 ans que la décision a été prise d'avoir des plans, de rendre les industriels forestiers responsables à long terme de leur réseau de voirie. Donc, il y a beaucoup plus de fermeture de chemin. Une fois que tu construis un chemin tertiaire qui va durer 6 mois, tu le refermes en repartant. Voyons, ça fait longtemps parce que les gens ne veulent pas l'entretenir. Puis tout le réseau qui est sous la responsabilité des industriels forestiers, il est entretenu, il est suivi, il est planifié. Puis ça, depuis 30 ans. Nous, on n'a rien. Un gros zéro, il n'y a pas, parce que de toute façon, on fait juste donner la responsabilité au ministère des Forêts qui, lui, s'en occupe pas parce qu'il est expert par le faux principe d'utilisateur-payeur d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas encore convaincu? Là, je fais ce fort, là, pas mal, là, mais je le réalise, puis c'est correct. Moi, j'ai mis mon chapeau, puis je l'assume. Vous n'êtes pas encore convaincu? Savez-vous que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il n'y a pas de guide d'inspection de ponceau? Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a uniquement des vérifications de la conformité des articles du RADF. Si tu arrives sur un ponceau qui est en mauvais état, comme je vous ai montré, les gens du ministère disent y a-t-il un utilisateur régulier? Parfait, il faut qu'il l'entretienne. L'eau passe-tu? Parfait, tout est beau. Fait que l'article 97, il fonctionne dans l'exemple que je vous ai donné. Puis s'il n'y a personne qui l'utilise le chemin, ils disent je ne peux même pas savoir si le ponceau est en train d'effoirer, je n'ai même pas de guide. Je ne peux même pas savoir l'état de corrosion, je n'ai pas de critères, il n'existe rien. Donc, pour les vieux chemins, les ponceaux en mauvais état, il y a une absence totale de données. Ça aussi, c'est ça qui est le fun. Quand tu n'as pas de guide d'inspection, tu ne génères pas de données qui peut servir à d'autres de critiquer. Fait que là, en ce moment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je critique le ministère des Forêts pour l'absence de gestion et de l'absence de guide d'inspection des ponceaux. S'il n'y a pas d'utilisateur, pas de suivi, pas de données. S'il y a un utilisateur régulier, c'est l'article 97, mais si ce n'est pas brisé, ce n'est pas réparé. En plus, un autre argument, le ministère des Forêts considère que la RADF, c'est bien suffisant. Parce que là, dans son bilan quinquennal d'aménagement durable des forêts, que notre ministre nous a produit il n'y a pas si longtemps, il fait juste tout simplement dire que la protection des sols et des milieux aquatiques va bien.
parce qu'on a un taux de conformité des règles du RNI qui est relativement stable à 90 %. C'est tout. C'est la seule chose qui a été évaluée. À partir de là, ils nous disent que tout est beau. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas d'accord. Puis n'importe quelle personne consciente des enjeux de l'eau va vous dire que c'est n'importe quoi ce qui est présenté là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est un problème qui est connu, mais c'est la responsabilité de personne, j'en suis convaincu depuis longtemps. Parce que quiconque a besoin de ces chemins a beaucoup plus à gagner de rien dire que de tenter de régler le problème. Les dizaines et les dizaines de fonctionnaires du ministère des Forêts, aux opérations régionales, aux centrales, qui m'ont dit ça n'a pas de sens, mais on ne peut pas rien faire parce que ce n'est pas notre job, parce que ce n'est pas notre mandat. J'en ai plein là, qui m'en ont parlé. Les gestionnaires fauniques, ils génèrent de la donnée, ils ont tout inspecté, tout leur réseau de chemins sur les pourvoiries, sur les EC, à la CEPAC, mais les données, ils les gardent parce qu'ils ne veulent pas se faire dire par le ministère, c'est à toi, paye pour. Les industriels forestiers, ils ont joué la game. Elle était correcte, la game. Elle est écrite dans le cadre légal du RNI et du RADF. Ils l'ont joué depuis le début. Les Premières Nations, c'est la même chose. Pensez pas que le poisson et l'eau, c'est pas important pour les Premières Nations. Ils sont au courant de tout ça. Mais quiconque veut lever le dossier va se ramasser avec la facture. Donc, ça a pris un bout de temps, mais l'année passée, au début de l'année passée, il y a un an, j'ai pris la décision de dire qu'il y avait juste une personne, à l'heure actuelle, qui a l'autonomie de faire ça, d'essayer de tenter de régler le problème, c'est moi. Donc, à partir de l'année passée, le 4 février, j'ai écrit une lettre au ministre, Pierre Dufault, ministre des Forêts, qui m'a répondu. Il m'a rencontré. En fait, j'ai rencontré un paquet de gens de la direction des forêts qui sont des collègues, des gens on a eu une belle discussion, ça a été super intéressant. Ils m'ont tout dit, bon, t'écoutes Sylvain, dis-nous quoi dire. Puis à partir de là, le message a été passé. J'ai eu une réponse d'Alain Sénéchal, qui est le sous-ministre aux forêts, qui m'a dit qu'on a une stratégie d'aménagement durable des forêts et on poursuit notre réflexion stratégique pour, à court terme, mettre sur pied un groupe de travail sur des orientations stratégiques. Bon, en tout cas, vous comprenez les termes. Donc, ça fait 8 mois. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun suivi par rapport à ça. Et en passant, la stratégie d'aménagement durable des forêts dit que ça prend une politique de gestion de la voirie forestière. Et la stratégie a été écrite en 2015, il y a 7 ans. Donc, on verra combien de temps ça finit par prendre avant que le ministère des Forêts joue son rôle. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que le ministère des Forêts va peut-être avoir besoin d'aide et d'arguments. Donc, j'ai écrit une plainte au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour non-respect de l'article 20-21 de la loi sur la qualité de l'environnement dans un cas bien précis d'un ponceau qui a perdu 6 camions 10 roues dans un cours d'eau. J'ai dit, parfait, on envoie ça au ministère de l'Environnement, c'est une plainte. Ils l'ont reçu, ça n'a pas été bien long que ça a monté assez vite. Et là, j'ai une réponse partielle qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, qui dit que l'enjeu était bien reçu par les unités concernées au ministère de l'Environnement. Ces unités étaient à mettre en place un travail de concertation interministérielle afin d'identifier les meilleures alternatives possibles. Ça, c'est bon signe. Ça fait 264 jours que la plainte a été envoyée au ministère de l'Environnement, mais au moins, ça progresse. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles et ils sont en train de parler avec le ministère des Forêts de la chose. Ensuite, j'ai fait un signalement au ministère Pêche-Océan Canada, tant qu'à faire, parce que l'article 36.3 de la loi sur les pêches dit que, justement, on ne devrait pas permettre ça. Donc, j'ai reçu des avis comme quoi le ministère Pêche-Océan Canada travaillait beaucoup avec les gens du ministère de l'Environnement, ministère des Forêts du Québec, pour assurer le libre passage du poisson. Je vous rappelle que le libre passage du poisson, on est assuré que lorsqu'on répare un ponceau qui est en mauvais état ou qu'on installe un nouveau. Les réparations, c'est en bas de 1000 ponceaux. Ça va prendre 400 ans à réparer les ponceaux qui sont en place à ce rythme-là. Fait que ça n'a aucun sens là, de dire « Oh, on a réglé l'RADF parce que maintenant on oblige le libre passage du poisson ». C'est absolument incohérent. Ça ne répond pas à la question du libre passage du poisson à l'échelle du bassin versant. Il y a des incohérences là-dedans. Ensuite, ils nous disent que ça a pris 146 jours pour nous dire que ce n'était pas eux autres, finalement, qui s'occupaient de la mise en application de l'article 36, c'était le ministère Environnement et Changement climatique Canada. Le 13 janvier 2022, j'ai envoyé le même signalement de la plainte Environnement Canada et ça n'a pas été très long. Ils m'ont répondu qu'ils nous disent qu'effectivement, l'érosion d'un chemin causé par le débordement d'un cours d'eau ne devrait normalement passer par un ponceau, peut permettre le rejet de matériaux granulaires dans un cours d'eau. Et justement,
ils nous disent que le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient capables d'avoir un inspecteur qui va sur le terrain, qui constate le rejet, la substance nocive, que c'est de l'eau, ça lui prend un responsable. C'est toutes des affaires qu'il y a. Puis en ce moment, il m'a dit, ben, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, on t'invite à en parler au ministère des Forêts et au ministère de l'Environnement. Fait que je vire en rond, mais il reste que ça avance parce que le ministère de l'Environnement est là. J'ai fait ma présentation aujourd'hui, puis je vous promets qu'il y a d'autres actions qui s'en viennent prochainement. Puis là-dessus, ben, ma conclusion, c'est que la solution prioritaire à l'heure actuelle pour le bien des générations futures, parce que là, en ce moment, là, ce problème-là, là, il a été causé par des mauvaises décisions qui ont été prises il y a 25 ans. À un moment donné, il va falloir l'assumer parce que sinon, ça va se perpétuer uniquement sur les prochains. Puis là, en ce moment, ce problème-là, il n'est pas adressé parce que ça va coûter trop cher maintenant. Là, ils disent, bon, on va passer à la facture plus tard, mais là, ça n'aura plus de sens. Là. On va avoir dépassé de longtemps la durée de vie des ponceaux. Donc, ce qu'il faut, c'est que le ministère doit accepter la responsabilité des chemins forestiers sans utilisateurs réguliers. Donc, il doit dire, c'est mes chemins, je vais m'en occuper, je vais faire un plan. Il faut qu'il fasse un bilan adéquat du critère de conservation de l'eau. Il faudrait que, ouvertement, ils mettent quelqu'un de compétent, qui a les bonnes données, et puis surtout l'indépendance, donc un auditeur externe qui va dire c'est quoi l'état du critère de conservation de l'eau en lien avec la voirie forestière, puis là, ben, il sera capable de faire un constat. Tant que c'est fait par des gens qui ne vérifient que le RADF, on n'est pas capable d'avoir l'information qu'on aurait besoin. Il faut mettre en place une politique de gestion de la voirie forestière qui inclura tous les chemins, qui visera un compromis entre l'accès aux ressources et les protections de l'eau, parce que ça, c'est le danger. La politique de gestion de la voirie forestière, ça peut être une politique de gestion des accès forestiers pour l'industrie forestière. Et ce n'est pas ça qu'on a besoin pour la protection de l'eau. La protection de l'eau, c'est un gros plan de fermeture et d'investissement sur les chemins abandonnés. Il faut réviser les RADF, on n'aura pas le choix. Il va y avoir des alternatives à rentrer là-dedans. Puis c'est un peu le message que je veux laisser aujourd'hui. C'est là, je présente au fédéral. Puis c'est pas pour rien. Là. Quand j'ai eu l'invitation, j'ai dit yes, moi j'embarque là-dedans parce que je pense clairement que le ministère des Forêts ne fera rien. Ça fait 30 ans qu'il ne fait rien pour régler cette problématique-là. Puis là, quand je reparle du MFFP, du ministère, je reparle des décideurs politiques. Je le répète, ce n'est pas les ingénieurs forestiers, les biologistes, les gens qui travaillent au sein de la fonction publique. La majorité de ceux que je connais me disent et me confirment que c'est des gens qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe en ce moment. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'il y ait de la pression qui vienne de l'externe. Ça devrait être le ministère de l'Environnement qui, en fait, dise ben, la loi sur la qualité de l'environnement s'applique aussi en milieu forestier. Le MPO, Ressources naturelles Canada, doivent exiger au ministère des Forêts le respect de nos lois et règlements parce que sinon, on n'y arrivera pas puis on va juste gaspiller l'eau pour les générations futures. Ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Jutras. Nous allons maintenant entamer la période de questions. J'en ferai l'animation. Vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Et si vous désirez également obtenir une attestation de formation continue en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, complétez l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité que vous allez trouver dans le chat à l'instant. Et voilà, ça devrait être accessible. Laissez-moi juste une petite minute. Voilà. Donc, j'ai quelques consignes à donner pour comment faire en fait pour poser une question. Donc, vous pouvez poser la question, bien sûr, dans la langue officielle de votre choix avec le micro de votre ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, par exemple, vous remettre en mode sourdine pour éviter les sons d'arrière. Et nous souhaitons que vous posiez une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question, mais aussi pour laisser la chance à tous de poser une question. Et si vous préférez poser votre question par écrit, bien sûr, c'est possible. Donc, vous pouvez utiliser la boîte du chat et l'envoyer, bien sûr, à tous mes contacts, là, ce qui devrait être déjà présélectionné. Et en fait, pour y arriver, vous sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour activer la boîte de chat, si ce n'est pas déjà fait. Dans les deux cas, nous vous demandons de bien vouloir vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation pour laquelle vous travaillez,
que vous représentez. Et je vais maintenant donner accès à chacun de pouvoir déverrouiller son son. Donc, la période de questions est commencée. Donc, je vois qu'il y a un commentaire. Je peux peut-être y aller avec le commentaire de Marc Aubaine. Depuis 2001, que j'ai développé une expertise en traverse de cours, plus particulièrement dans l'installation et l'aménagement de ponceaux, que ce soit en milieu forestier, agricole ou rural. Aujourd'hui, on voit encore les mêmes problématiques. Pas beaucoup de personnes qui savent comment on installe les ponceaux. Donc, ça semble être Pas plus d'entretien encore, là. Mais en effet, là, c'est un enjeu important, là, avoir une expertise. Puis il y en a au Québec, là. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont capables de construire des chemins de qualité, de la voirie de qualité, des traverses de cours d'eau de qualité. Mais même là, il y a des choses à améliorer sur cet aspect-là. Au Nouveau-Brunswick, ça prend des gens certifiés pour faire ça, là. N'importe qui peut s'improviser installateur de ponceaux en milieu forestier. Par contre, il y en a qui sont extrêmement compétents, ça, je le souligne. Le problème n'est pas à cet endroit-là. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de plan de gestion de l'entretien, ni à moyen, ni à long terme. Et c'est une menace qui est connue en Ontario. En 2003, il y a un super beau rapport où il a lancé tout le monde. Puis c'est pas pour rien que je parle de DFO, hein. En fait, excusez-moi, je vais revenir. Pêche et Océan Canada, qui s'appelle le MPO en français et le DFO en anglais. Mais le DFO, si vous regardez dans toutes les provinces canadiennes, ils ont un rôle majeur pour dire à la province, il n'y en a pas question, tu ne peux pas abandonner ton réseau de voirie forestière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est responsable. Et cette discussion-là et cette réflexion-là, c'est fait à certains endroits, fin des années 90, début des années 2000, à peu près partout. Et semble-t-il, d'après les échos que j'ai eus, cette discussion-là a lieu au Québec. Mais la décision n'a pas été prise d'avoir une base de données et de s'en servir. Ils ont tout simplement dit on met le principe d'utilisateur-payeur sans faire aucun suivi puis aucune base de planification de la chose. Donc, on est en ce moment avec un problème qui a été créé il y a 25 ans et la dure réalité, c'est qu'il va falloir l'assumer bientôt, là, parce que sinon, ben, c'est les autres qui vont payer pour. Une question de Gabriel Fortin. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, et là, je t'entends. OK. Super, je savais pas trop comment mettre mon son. Gabriel Fortin au MLCC, je me demandais si, il pourrait avoir un enjeu concernant la définition de ce qu'est une substance contaminante, un Oui. contaminant, une substance nocive dans l'intérêt de rétablir des ponceaux qui laisseraient pas passer autant de sédiments, autant au niveau, fédéral que provincial. Ben, la question, c'est que des sédiments qui proviennent d'une source externe. C'est pour ça que en fait, c'est une longue réflexion que j'ai, là, mais quand je parle d'apport externe de sédiments, c'est parce que si on commence à dire ben, du sable dans un cours d'eau, c'est un contaminant? Officiellement, non. Ça dépend, il vient d'où le sable. Puis le sable, s'il vient d'un banc d'emprunt, qu'on a pris un 10 roues, puis on l'a déplacé par-dessus le cours d'eau, ben oui, là, ça devient un contaminant, vous comprenez? Mais ça, cette question-là, elle va toujours être complexe à mettre en perspective, mais c'est surtout que l'impact sur les milieux aquatiques, c'est indéniable. Là, moi, je suis dans le slow science au bout, là, dans the science of the obvious. Moi, je travaille dans des affaires qui ont tellement pas de sens que c'est sûr là, que domper un 10 roues de gravier dans un cours d'eau, ça va avoir des conséquences. Puis à partir de là, ben oui, c'est un contaminant. Il faut le considérer comme ça. Puis comme le dit Environnement Canada, il considère que c'est le cas. Le ministère de l'Environnement, je n'ai pas son avis. On le saura éventuellement. Mais si ce n'est pas un contaminant, ben là, c'est super le fun parce que tout le reste du RADF, on peut sacrer, ben, il y a une partie qu'on peut sacrer au vidange. Parce que là, c'est ça qui est le fun, c'est que si les sédiments qu'on met au-dessus d'un cours d'eau puis qu'on laisse se lessiver dans le milieu aquatique être un problème, mais ça veut dire que quand on construit nos cours d'eau, nos ponceaux, ben, on peut passer toute la machinerie qu'on veut dans le lit du cours d'eau, domper autant, pas faire attention aux sédiments. Donc, moi, ça me semble logique, là. C'est impossible
que les sédiments qui sont apportés par le remblai de la route qui est au-dessus du chemin ne peut pas être considéré comme un contaminant parce qu'il l'est déjà dans, de toute façon, toutes les approches de construction de structures qui traversent des cours d'eau par les lois fédérales et par les lois provinciales. Oui, mais ça me semble pertinent que ça soit un contaminant, mais je me questionnais juste au niveau de c'est quoi la définition réelle qui est en effet dans la loi, puis est-ce que c'est si clair que ça, qu'est-ce qui est un contaminant ou non, tu sais? En fait, Je sais la pas réponse si... là-dessus, je vais laisser des avocats répondre. Oui, c'est ça. Moi, dans ma tête, ça l'est, là, mais mets ça dans les mains d'une gang d'avocats, puis on va chirer pas mal à côté de la question scientifique de la chose et aussi des impacts environnementaux que ça peut causer. C'est bon, merci Sylvain. Merci. On Euh, va passer une question dans le chat. Donc, Oui. Jérôme Lemaître, qui est biologiste au MFFP, Service de conservation de la biodiversité. Donc, la question est comment se passe la fermeture des chemins ailleurs et dans Oui. quelle mesure ça règle les problèmes présentés? Merci, belle présentation. En fait, ça fait déjà 4 ans, même non, 5 ans que je travaille avec Hydro-Québec, Énergir, FP Innovation et, je dois le souligner, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Là, puis je vous le répète encore une fois, là, il y a des fonctionnaires, ça fait des années que je travaille avec une équipe au ministère des Forêts pour trouver des solutions. Il y a eu un investissement majeur qui a été fait, pas par le ministère en cash, là, mais en effort. Puis ça fait 5 ans qu'on travaille sur des guides de méthodes de mise hors service. On a révisé toute la revue de littérature. On est en train de finaliser dans les dernières semaines, parce que le 31 mars, on remet un guide de gestion des chemins à faible utilisation. C'est le résultat de 5 ans de travaux au sein de mon laboratoire, de 3 maîtrises, un doctorat, puis on se ramasse dans une situation où c'est très clair. Partout ailleurs, ils ferment beaucoup plus de chemins ou désactivent des chemins. Ils vont installer des water bars, des fossés de déviation, des structures, des traverses à gué. Ils vont enlever les ponceaux, ils vont fermer des chemins de façon beaucoup plus fréquente. Puis surtout, c'est parce que, puis je reviens à ça, les méthodes là, sont connues depuis tellement longtemps, même que le ministère des Forêts a un guide de fermeture des chemins qui est très bien fait, soit dit en passant. Par contre, c'est que pour fermer un chemin au Québec, il faut que ça soit toi qui payes pour le fermer. Fait que si moi je suis un gestionnaire faunique, là, une ZEC, là, puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un chemin qui a été construit, laissé par les industriels forestiers, puis ils nous ont dit ah ben vous allez pouvoir vous en occuper. Nous autres, on va dire ben non, hein, c'est au-dessus d'une frayère, je vais enlever les structures. Ben savez-vous quoi? Ça va être aux frais de la ZEC d'enlever la structure. C'est pas une joke. C'est ça, là. Faut que la ZEC paye pour enlever. Pensez-y. Fait que là, on est dans une situation, les méthodes existent. Le problème, c'est le plan de gestion. Ça nous prend quelqu'un qui gère le plan de gestion, puis surtout, ben, le ministère, il faut qu'il accepte la responsabilité que c'est ses chemins à lui. C'est les chemins du gouvernement du Québec, là, c'est bien plate, là, mais c'est pas moi qui va financer. Puis quand je vous dis, il y a juste moi qui peux lever la main, c'est parce que moi, là, c'est bien le fun, là, je marche dans le bois, j'ai pas d'usage. Fait qu'à partir de là, ils ne peuvent pas revenir contre moi et me dire ouais, mais c'est toi qui es allé visiter, on va te faire payer à toi la réparation de la structure qui est sous notre responsabilité. Mais dites-vous que les ZEC, les pourvoiries, c'est exactement comme ça qu'ils voient la situation. Parce qu'à l'heure actuelle, s'ils disent je m'en vais voir le ministère, puis je leur dis viens fermer ton chemin. Le problème, c'est que le ministère va leur dire, puis c'est littéralement ce que je me suis fait dire dans des rencontres là, avec le ministère. Certains intervenants vont me dire ben c'est utilisateur-payeur, fait que si tu veux fermer le chemin, il faut que tu payes pour. Puis ça, c'est dans le cas de la forêt Montmorency puis de la gestion où là, je porte un autre chapeau. Là. Et on a M. Rémi Lemrise qui a la main levée. Alors, vous pouvez y aller poser votre question en nommant votre organisation, s'il vous plaît. On n'entend pas votre question, monsieur. Vous devriez avoir accès à ouvrir votre micro. Qu'est-ce que vous m'entendez? C'était comme bloqué. Il y avait un cadenas sur mon son. Je n'étais pas capable de rectifier. Donc, désolé. Je suis directeur de la ZEC de la Société de gestion des rivières de Gaspé, donc une société qui gère les 3 rivières à saumon à Gaspé. Puis nous autres, c'est particulier parce qu'on n'a pas de territoire surfacique. Donc, on est vraiment le long des rivières. Mais on a un réseau hydrographique qui couvre la pointe entière de la Gaspésie, là, avec les 3 rivières de Gaspé. C'est immense. Puis on a des milliers de ponceaux là, qui se connectent à notre réseau hydrographique. Ce qui est fun, c'est qu'on a fait un inventaire des ponceaux, de plusieurs ponceaux. Je ne sais pas si, M. Chaud, vous avez vu passer ces études-là, mais
Ouais, ben c'est ça. Fait que c'était assez flagrant. Oui, il y a beaucoup d'érosion, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles à migration du poisson. Là, entre 60 et 90% des ponceaux ne laissent pas la circulation des poissons. C'est que c'est un enjeu majeur là, pour une espèce migratrice comme le saumon atlantique, là. Mm. Mais moi, ce que je voudrais revenir, en fait, là, c'est votre dernière diapo, là, que vous dites que dans le fond, il faut que le ministère, la MFFP, prenne en charge la gestion des ponceaux. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, là où j'ai un grand malaise, c'est que le ministère, qui c'est qui paye le ministère? C'est nous autres. C'est les citoyens. Qui c'est qui a installé les ponceaux partout sur le réseau hydrographique subventionné? En plus, encore avec notre argent, c'est des citoyens, c'est les compagnies forestières pour aller chercher une ressource qui leur ont permis de fonctionner d'un point de vue industriel. Là, si ce soit encore nous autres qui récupèrent la facture, là, moi j'ai un énorme malaise avec ça, là. Je veux dire que le ministère prenne en charge ça parce qu'il faut que ça soit le ministère, je suis d'accord, qui centralise les données et qui fasse le suivi. Il ne faut pas laisser ça à l'entreprise privée. Par contre, que ce soit encore le ministère qui paye tout ça, moi je pense qu'il est là le problème, là. C'est pour ça que le ministère ne veut pas se mettre la main là-dedans. C'est pas payant politiquement aucunement, là. Mais il y a un enjeu là, c'est le financement. Puis moi, je peux me permettre de parler parce que les ponceaux sur mon territoire, on les utilise pas, ces chemins-là. On utilise le chemin sur le long de la rivière, c'est tout, là. Le reste, ça ne nous appartient pas. Fait que je suis un peu dans votre position. Je peux me permettre de parler, tu sais. Mais je pense que l'enjeu du financement est crucial, là, en ce point de vue-là. Oui, ben, pleinement d'accord avec toi. C'est une décision, tu sais, dites-vous, là, quand la Colombie-Britannique puis l'Ontario, au début des années 2000, ont pris cette décision-là, là, c'est pas des jokes, là, c'est un dossier de plusieurs milliards sur 20 ans qui ont été investis en démantèlement, en prévention, en entretien, en planification pour s'assurer qu'on n'ait pas le problème d'être pogné avec un immense réseau pas entretenu. Puis cette question-là, ben, on l'a laissé traîner. Puis c'est qui s'est mis l'argent dans les poches? Là-dessus, j'irai pas plus loin. J'ai ma petite idée, puis comment ça a été pris, cette décision-là? Ben, c'est une décision politique. Fait qu'à la base, je suis autant d'accord avec toi, j'ai un immense malaise à ce que ce soit encore les deniers publics qui couvrent cette question-là, mais il faut déjà commencer par accepter qu'il y a un problème, puis essayer de trouver des solutions par la suite. Puis surtout, ben, il faudrait que les autres ministères disent, hey, en passant, il faudrait qu'on joue la même game, là, parce que la loi sur la qualité de l'environnement, elle s'applique aussi au ministère des Forêts. Mais j'ai aussi le même malaise, mais je peux pas. C'est quoi la solution? De dire aux industriels forestiers, c'est à vous autres de payer. Les autres, ils ont joué pendant 30 ans la game qui était écrite dans le livre de game. Le livre de règlement, les règles du jeu sont claires, sont là. Il y a une loi sur les forêts, il y a des règlements qui ont été mis en place. Si il y a des décisions politiques qui ont été prises il y a 30 ans qui ont des conséquences aujourd'hui, ben c'est plate, là, mais il faut arrêter de faire semblant qu'il n'existe pas. Parce que c'est là qu'est le problème. Avec une question dans le chat, on a M. Richard Daigle qui demande: avez-vous publié une liste de critères et cibles qui devraient être vérifiés lors de l'inspection des ponceaux pour aider les autorités s'ils voulaient s'attaquer à cette lacune lors des inspections? J'aimerais consulter cette liste pour aider notre organisation avec la méthode de prise de mesures suggérées. Oui. Il existe le meilleur guide d'inspection de voirie forestière a été écrit par Yann Latrémouille pendant qu'il travaillait à ZEC Québec. Un excellent travail. Mais à partir de là, ben, c'est le meilleur outil que je connais pour caractériser. C'est un dérivé des manuels d'inspection de ponceaux du ministère des Transports du Québec, qui eux autres en font très largement, de façon très récurrente. Mais l'idée, c'est qu'il faut monter une base de données, il faut mettre ça à quelque part, il faut avoir des critères. Puis là-dessus, ben, nous, on s'est basé là-dessus parce que c'est tout un champ d'expertise qui existe déjà et ça n'a pas été l'ampleur, du moins le focus de mon intérêt scientifique dans les dernières années. Puis là-dessus, ben là, ça prend des spécialistes, surprenamment, de voir. Parce que là, moi, savoir si l'épaisseur d'un tuyau de TTOG, puis le niveau de rouille, puis comment évaluer la corrosion, puis la structure, c'est pas dans mes champs de compétences, ça prend un ingénieur civil pour aller travailler là-dessus. Pour la question du dimensionnement du ponceau, on va s'attaquer à ça. On a un projet qui va partir probablement, peut-être, c'est pas encore confirmé, mais avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère des Forêts. André est présent en plus, là je le vois, salut André. André Plamondon, avec qui on va travailler pour rédiger un projet, parce qu'on souhaite réviser la méthode rationnelle qui est mise en place au Québec pour qu'on ait des meilleurs dimensionnements de ponceaux pour des petits ponceaux. Mais ce faisant, il reste il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis la question de l'inspection, c'est extrêmement complexe. Ça prendrait, d'ailleurs,
ça prendrait un chercheur au ministère des Forêts, ou du moins quelqu'un qui est dédié à travailler sur cette question-là, puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus sur l'hydrologie. Mais là, rendu là, on décide ce qu'on veut, là. Moi, je fais mes propositions. Une autre question dans le chat de S. Simard, qui est au MFFP encore. La certification SFI certifie un territoire et non une entreprise. Les avis de non-conformité pour un plan de gestion de voirie inexistant ou déficient ne devraient donc pas être abandonnés sur la base que la responsabilité appartient au MFFP, tout comme la planification relève du MFFP. Est-ce que c'est une question d'indicateur de la norme? Est-ce que les auditeurs sont sensibilisés à cet aspect? Piste de réflexion. Pour avoir parlé récemment avec un auditeur qui faisait des audits dans plusieurs provinces canadiennes, ils viennent de prendre la décision récemment de ne plus faire d'audition au Québec. Ils sont pas à l'aise. Leur rapport, ça ne fonctionne plus. Ils disent, regarde, ça ne marche pas. Puis, entre autres, il y avait une passe-passe, la norme boréale qu'on avait, pas de SFR, là, mais c'est non, c'est FSC, First Stewardship Council. La certification de la norme boréale était en français, différente de celle en anglais. Puis là, récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, il y a eu une fusion, puis là, c'est toute la même norme à grandeur de la zone boréale en Ontario pour au Québec. Puis c'est depuis là qu'ils se sont rendus compte, hey, Québec n'a jamais fait de plan. Comment ça se fait que c'était permis avant? Puis là, en ce moment, les avis de conformité sont juste abandonnés parce que c'est bien plate, là, mais c'est quoi? Ça vit comment un organisme de certification? Ça vit en vendant des certifications. Ce serait bien plate de ne pas en vendre au Québec. Puis là-dessus, là, je n'ai pas de reproche à faire. Je fais juste passer un message que c'est pas sérieux de laisser des avis de non-conformité. Et l'idée, c'est que probablement qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas faire mieux, là. On est encore dans la même situation. Je vous le répète encore une fois, il n'y a personne au Québec qui semble avoir un avantage à régler la situation parce que c'est au détriment, c'est beaucoup plus simple de se taire. Puis là, ben, ça se termine en particulier depuis, depuis 1 an, mais ça va commencer à se terminer aujourd'hui. Je l'espère, du moins. On va passer à une question. Jean-François Paquette qui a la main levée. Bonjour, Sylvain. Je me demandais, on sait que naturellement, là, dans les cours d'eau, il y a des sédiments qui se promènent, des roches qui sont délogées par les coups d'eau. Ouais. Est-ce que vous avez des données sur la quantité de sédiments qui circulent naturellement dans un cours d'eau, en forêt naturelle, non perturbée, un barrage de castor qui cède? Est-ce qu'on connaît des données par rapport à ça? La réponse exacte, c'est non. Puis il n'y en existera jamais. Parce que l'hydrologie est une science du momentané et de l'instantané. Quand ça se passe, les sédiments, si je veux savoir combien de sédiments qui sont générés, là, puis même de faire en sorte qu'il y ait une mesure du contaminant, là, ça veut dire que la personne doit se rendre en skidoo au printemps quand il va avoir un coup d'eau, puis là, faire la moitié de sa raille dans skidoo, dans la boîte, puis là, arriver sur le bord du cours d'eau pendant qu'il va lâcher, là, puis là, ça se peut que ça soit en pleine nuit. Puis là, il faut qu'il ramasse des sédiments qui courent dans le cours d'eau. Puis ça, quand ça arrive, là, ça dure 15 minutes, puis il se ramasse à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres plus loin. Donc, la question de comment en sont générés par un bris d'une structure, puis combien de sédiments sont générés dans un milieu naturel d'un cours d'eau, bien, le même cours d'eau, là, on peut le parcourir sur 25 kilomètres de long, puis il n'y a pas une place où il va avoir la même quantité de sédiments qui peut se déplacer, parce qu'il y a des places qui vont en perdre, il y en a qui vont en accumuler, puis ça ne sera pas les mêmes dans le temps. Fait que ce qu'on mesure à une place n'est pas vrai pour dans 25 ans. Donc, ça n'existe pas, ces données-là, puis espérez pas en avoir, parce que des taux de sédiments, ça ne peut pas exister dans des cours d'eau. C'est tellement variable, puis si tu le mesures dans un sédiment, à un endroit précis, bien, à cet endroit-là, c'est pas vrai que dans 25 ans, ça va être la même affaire. Puis c'est surtout pas vrai dans l'autre cours d'eau qui est à côté. Donc, tout est différent, il n'y a pas de comparable. C'est l'affaire la plus difficile, mais passionnante d'étudier l'hydrologie parce qu'il n'y a rien de fiable. C'est toujours sur des... C'est comme ça, c'est la vie, il faut juste l'accepter. Puis au point de vue de la recherche, bien, il y a des choses qu'il ne faut pas tenter de chercher. La question est excellente, Jean-François. Moi aussi, j'aimerais ça que ça soit simple. Ça ne le sera jamais. C'est la meilleure réponse que je peux te donner. Puis non, on ne peut pas avoir des seuils et des taux de sédiments qui sont pour des cours d'eau. On pourrait l'approximer, mais ça serait tellement vague que ça ne servirait absolument à rien.
On va retourner au chat avec une question de Pascal Auger de Ressources naturelles Canada qui dit « Merci pour votre présentation. Est-ce que les tuyaux en polyéthylène sont plus durables que les tuyaux en Oui. acier? » Absolument. Oui, oui. Ça, c'est une des conclusions qui a été faite dans le rapport de Philippe Paradis-Lacombe. Mais tu sais, en 2015, quand il a fait ses inventaires, les plus vieux ponceaux de polyéthylène avaient été installés au début des années 2000. Ça n'existait pas avant. Donc, à partir des années 2000, puis la seule chose qu'il a pu voir, c'est que s'ils sont mal installés, c'est des tuyaux qui sont un peu plus flexibles que le métal. C'est un petit peu plus technique de les installer comme il faut, mais quand ils sont bien installés, c'est des tuyaux qui, normalement, devraient avoir une longévité de 100 ans. Mais ça ne prévient pas les surverses, le blocage du tuyau. Mais le tuyau lui-même a une durée de vie beaucoup plus longue que le tuyau de métal. Et dites-vous qu'il ne se vend pas des tuyaux de polystyrène plus grands que 900 mm. Puis là, ben, en ce moment, ce qu'on installe au Québec, dans à peu près tous les petits cours d'eau, à cause de la méthode rationnelle qui surestime les débits, ben, on pose des tuyaux qui sont quasiment tout le temps au-dessus de ça. Fait qu'il faut installer du métal, puis des ponceaux à déversoirs, puis une sorte d'autres histoires comme ça. Tandis qu'on pourrait installer des arches, mettre des traverses à guet dans les endroits où on sait qu'on ne retournera plus pendant un bon bout de temps. Il y a toutes sortes d'autres solutions, mais c'était pas le but de ma présentation. Mais oui, en fait, pour répondre à la question, les tuyaux de polyéthylène sont supposés durer beaucoup plus longtemps. Il faut bien les installer par contre. On va continuer dans le chat avec une question de M. Daniel Blais du MFFP. La fermeture de chemin n'est pas toujours en phase avec nos stratégies d'aménagement subséquentes. Faudrait-il mettre ces chemins abandonnés dans les passifs environnementaux? Le MFFP et MERN ont une politique pour s'y attaquer. Oh, ça, je ne connaissais pas, cette politique-là de passifs environnementaux. C'est bon, je vais aller vérifier ça. Mais en fait, non, ils ne sont absolument pas. Les fermetures de chemin ne sont pas faites en phase avec l'aménagement subséquent. On ferme des chemins dans des pourvoiries à coup de chicanes, de débats, de négociations au sein des TAPGIR, à coup de grands frais. Puis là, des fois, on est capable de fermer des petits bouts de chemin pour, la plupart du temps, c'est limiter les accès. C'est-à-dire, ben, il y a un chemin qui est là, qui fait en sorte qu'il y a du monde de tel ZEC qui s'en vont dans tel autre ZEC en passant par la porte d'en arrière, puis là, ils viennent chasser notre orignal. C'est pas une joke, c'est généralement ça, les fermetures de chemin au Québec. Puis là, quand on leur dit, ouais, mais on veut en fermer parce qu'il y a des problèmes de qualité de l'eau, ben, financement ne se trouve pas bien. Il existe un programme qui permet de fermer, de fermer puis de faire de la réfection de structure, mais c'est quand même assez difficile d'y accéder. Puis pour le reste, ben, la fermeture des chemins, là, si vous regardez comme il faut, là, on risque d'avoir un moment donné des données là-dessus, là, mais la fermeture des chemins, ça se fait dans le dossier caribou, ça ne se fait pas dans le dossier poisson. Oui, ils s'enferment des chemins au Québec. Ils s'enferment parce qu'on veut sauver le caribou là, dans le fin fond de la côte nord, puis dans les secteurs où il y a du caribou forestier, puis la gestion est logique là, de fermer des chemins. Mais dans un contexte de plantation, dégagement, éclaircie commerciale, tout ça, il n'y a rien qui est prévu. Puis surtout, c'est qu'on construit des chemins qui ont des durées de vie de entre 1 an et en bas de 10 ans. Puis après ça, on se dit, on va faire de l'aménagement forestier sur 25 ans. Non, ça ne marche pas. On n'a pas construit la route pour. Puis surtout, c'est qu'on ne l'entretient pas entre les deux. Donc, c'est pas logique, là. Ce qu'on devrait faire, c'est de dire, on construit le chemin, on extrait le bois. Quand est-ce qu'on revient? On revient dans 1 an, parfait. Une fois que c'est fini, on défait le chemin et il existe des méthodes de mise hors service. Il y en a plein ailleurs qui sont mis en place. Là, tu dis, ben, on va avoir de la plantation à faire l'année d'après, du précom dans 10 ans. Pour du précom, là, c'est des pick-up. Je m'excuse, là, mais tu n'as pas besoin de laisser des tuyaux en métal partout. Mets des traverses à guet, ferme une partie de la route, arrange-toi pour que ça soit difficilement carrossable à petite vitesse. Les pick-up vont passer, il y aura pas t'enlèves toutes les sources d'érosion possibles, puis tu gères ta route de façon efficace pour permettre un usage de véhicules légers sur ta route pour une longue période, mais surtout en enlevant tous les risques d'érosion. Et ça existe, et c'est justement l'objet du guide qu'on va produire, parce que techniquement, ben, les stratégies d'aménagement devraient être conçues. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'en ce moment, au Québec, il y a une équipe qui prévoit les coupes, il y a une équipe qui prévoit les travaux civicoles. Les deux essaient de se parler, mais de façon officielle, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, déjà, il y a une inadéquation dans nos stratégies d'aménagement qui ne permettent même pas d'avoir une planification d'un réseau routier. On va passer à M. Carl Bergeron qui a la main levée.
Puis, bonjour Sylvain. Hey, salut Je voulais Carl, juste. Salut, ça fait ça va longtemps. bien? Oui. Juste par rapport à. Ouais, c'est ça. Je suis intrigué de voir, est-ce que tu as déjà fait une évaluation à voir si on a une politique éventuellement de fermeture de chemin, puis que là, il y aurait une politique des remettre en production, en forêt productive. On est capable d'évaluer? Y a-tu déjà eu une évaluation des superficies qu'on récupérait avec ça de forêt productive? Ça reste des emprises, mais c'est-tu significatif à peu près ce que ça peut te Ah, donner comme forêt productive qui serait récupérée? Parce que ça, c'est quand ouais, même un élément absolument. important, là, puis un avantage, là. À l'échelle canadienne, dans les bilans justement, qui ont été faits par Ressources naturelles Canada, un des enjeux qui est relevé quand on parle de voirie, c'est la perte de superficie productive. Je n'ai même pas commencé à en parler, là. C'est même pas dans ma quête. Oui, il y a des pertes de superficie productive, mais est-ce que ça a été évalué? Moi, j'en ai aucune connaissance. Je ne pense pas que ça existe. Par contre, je pense que le ministère est en train de faire un projet sur cette question-là. Il y a un contrat qui a été donné à un de mes collègues qui travaille sur les données LIDAR, qui va refaire une cartographie du réseau routier par extraction de données LIDAR. Et ce faisant, ben, on serait capable de savoir lesquels sont refermés par de la végétation, mais on est loin de savoir si la fermeture par de la végétation est faite par des arbres qui ont une valeur commerciale et qui pourraient un jour Ouais, être récoltés. Puis la effectivement. question, l'adéquation n'est pas là, là. Donc, Hmm. il n'y en a pas d'évaluation au Québec de cette situation-là, mais elle serait extrêmement pertinente parce qu'il y a un volume de bois immense qui est perdu par des chemins Ben, qui, finalement, effectivement. qui poussent. Puis, c'est bon. Ben, merci. Merci pour ta question, Carl. On va passer une question dans le chat de Pierre-Marc Constantin d'un organisme de bassin versant qui dit très belle présentation. Question plutôt philosophique. Comme cet enjeu ne semble pas être soulevé aux tables de gestion intégrée des ressources et du territoire, évitement du sujet causé par le principe utilisateur-payeur, serait-il pertinent de le soulever aux tables de concertation des organismes de bassin versant? Question de faire connaître la situation aux acteurs externes du milieu forestier et d'ouvrir le débat. Euh, deux bonnes questions. Merci, Pierre-Marc. Puis là, je peux mettre mes deux chapeaux de forestier et de président d'organisme de bassin versant. Nous, on a agi de façon assez directe au sein de la CAPSA. On a un de nos employés de la CAPSA qui siège directement, qui est le représentant des OBV à la TABGIR. Et au sein de la TABGIR de Port-Neuf, il y a eu la mise en place d'une fiche de valeurs, objectifs, indicateurs, critères, VOIC, donc une fiche qui en fait, il y a un calcul qui a été fait sur chacun des COS, les compartiments d'organisation spatiale, la densité du réseau routier. Puis là, ils ont dit, bon, on va les classer par en bas d'un kilomètre carré, au-dessus, entre 2 puis 3, 3 puis 4. Puis là, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques COS qui avaient des densités au-dessus de 5 km de chemin par kilomètre carré. Mettez ça comme vous voulez, là, mais ça commence à être beaucoup. Puis à partir de là, ben, ils ont dit on va s'attaquer un à la fois. Puis là, c'est la CAPSA avec l'argent qu'ils ont en acquisition de connaissances, pas de financement du ministère, pas de personne. On est allé sur le terrain. Il y a une équipe qui est allée inventorier tous les chemins, tous les ponceaux dans ce compartiment d'organisation spatiale. Finalement, il n'y avait pas 5 km de chemin, il y en avait 3 points quelques. Parce que, ben, au final, il y avait bien des chemins qui étaient cartographiés, mais on ne le sait pas pourquoi. Donc, quand je vous disais que la base de données n'est même pas fiable, des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Ça va dans tous les sens. Puis à partir de là, ben, on a identifié des dizaines de ponceaux qui portaient directement atteinte à des environnements aquatiques qui menaient à des lacs qui étaient pêchés. Et à partir de là, ben, il y a un projet de dire, ben, voici ce qu'il y a à faire pour régler la chose. Mais là, moi, ce que j'en considère, c'est qu'à partir de là, je m'attends à ce qu'il y ait strictement rien qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est qui va payer? L'OBV, c'est pas la CEPAC, puis ça sera certainement pas, jusqu'à l'heure actuelle, le ministère des Forêts du bureau régional de Capitale-Nationale. Moi, je le sais, ils me l'ont déjà dit. Tu as un problème avec un ponceau, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et c'est réglé. Ils ont dit, nous, on n'a pas d'argent pour ça, c'est utilisateur-payeur. Puis à partir de là, ben, ce principe-là ne tient pas debout. Puis, mais c'est pour ça la question, est-ce que ça vaut la peine d'en parler au sein des TABGIR? Des OBV? Oui, mais il n'y a tellement pas de solution que la seule solution, ça passe par ce que je viens de faire aujourd'hui. C'est qu'il faut que le ministère des Forêts aille de l'avant, puis reconnaisse l'ampleur de la problématique, accepte que ces chemins-là, c'est les siens. S'il n'y a pas de cette reconnaissance-là, il n'y a pas de solution. On ne perd pas notre temps à faire des inventaires.
Mais par contre, il n'y aura pas personne qui va payer pour la solution. Ça fait des années que c'est le même. Il y a plein de partenaires qui me l'ont dit. Hey, le jeune, ça fait 30 ans, moi, il y a 30 ans, je le disais de même. Ben, je me suis fait dire ça là, dans plusieurs assemblées là, par des gens d'expérience qui m'ont dit ah ouais, on sait de même il y a 30 ans, ça ne changera pas. Bon, on va voir. Je suis rendu là. On va donner la parole à Gabrielle qui a la main levée. S'il vous plaît, prenez soin de mentionner l'organisation pour laquelle vous représentez. Pardon. Oui, Gabriel Blanchet, biologiste à l'unité de gestion de la Nadière ou MFFP. Moi, dans le fond, ma question elle vise une modalité qu'on a dans notre région qui sert à mieux protéger là, l'habitat aquatique du poisson dans les sites fauniques d'intérêt, donc les SFI. Présentement, on a une modalité qui proscrit les travaux de voirie pendant une période qui est la période de frais de l'espèce ciblée. Là, comme je le comprends de votre présentation, ben, j'allume sur le fait que ça peut être une menace plus grande que de demander une construction de chemins permanents, donc avec des ponceaux, plutôt que des chemins d'hiver. Dans le bassin versant de ces lacs-là, que notre modalité de proscrire la construction de chemins pendant la période hivernale. Ouais. Donc, ça pourrait être un gain là, au niveau de nos modalités que de modifier ça, là, si je comprends bien. Ben, à la base, on peut revenir là-dessus. Le problème, c'est que quand tu as un site d'intérêt faunique puis que tu dis, ben, construisez pas de chemin parce que c'est pas d'une bonne date, ben, est-ce que vous vous êtes assuré qu'il n'y aura pas de crue qui va emporter les 8 ponceaux qui sont en amont, qui n'ont pas été entretenus sur des chemins fermés sur ce même site d'intérêt faunique-là? Selon moi, c'est qu'il faut gérer sur les sites fauniques d'intérêt par bassin versant. Et on n'a pas le choix. À partir du moment où on identifie le site faunique d'intérêt, puis on lui dit, bon, ben, voici le bassin versant, ça prend une évaluation des enjeux du bassin versant. Et les principaux enjeux vont parfois, quand c'est le cas, être des ponceaux en mauvais état. Fait que de dire, ben, on ne construit pas la route à cet endroit-là, bon, OK, oui, c'est bon pour protéger le milieu aquatique, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui empêche qu'il y ait toute la question de la libre passage du poisson. Tu peux dire que tu installes un ponceau là, qui a la libre passage du poisson, puis il peut y avoir littéralement 50 mètres plus haut un ponceau qui ne permet pas le libre passage du poisson, et c'est parfaitement légal de le faire parce que je vous rappelle que le libre passage du poisson doit être assuré dans un endroit qui devrait permettre le libre passage du poisson, donc on n'a pas l'exclusion de l'article 103. Puis dans l'article 103, ben, les structures anthropiques ne sont pas reconnues comme étant des entraves au libre passage du poisson. Donc, si tu as un ponceau, pour vous donner un exemple aberrant, mais qui est réel, c'est que si tu as une route qui est placée trop sur le bord d'un cours d'eau, la route est parallèle, puis c'est une vieille route, est à 20 mètres, il va falloir que tu ailles en dérogation pour reconstruire ça, même s'il y a un ponceau là, qui est en super mauvais état. Fait qu'est-ce que tu vas faire? La solution la plus simple, c'est de construire un chemin parallèle à 60 mètres de distance. Puis là, tu construis le nouveau chemin, mais il n'y a rien qui t'oblige, à part la négociation au sein des TABGIR, ça c'est parfait qu'ils s'en fassent, mais légalement, il n'y a rien qui t'empêche de construire une route parallèle 60 mètres plus haut et de laisser le ponceau en mauvais état qui va s'éroder, qui ne permet pas le libre passage du poisson à sa place, puis tu vas être obligé d'installer un ponceau qui va permettre le libre passage du poisson. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que c'est géré. Peut-être juste revenir, là, dans le fond, nous, la modalité, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on fait un chemin en hiver, les chemins d'hiver n'ont pas c'est pas des traverses de cours d'eau permanentes. Si c'est bien fait, il n'y a pas d'impact Ouais. sur. Sauf que le fait de faire ces travaux-là en hiver, ben, ça peut nuire à la fraie du poisson. Donc, on se dit, ne construisons pas des chemins d'hiver dans les bassins versants des lacs pour lesquels on veut protéger l'habitat du poisson, puisqu'on va nuire à la fraie de manière ponctuelle l'année des travaux à la population en question. Mais dans le fond, ça pourrait être un plus grand gain là, de ce que je comprends, de favoriser les traverses de cours d'eau temporaires sur des chemins hivernaux que d'aller plus dans la direction de chemins permanents. L'autre alternative, ça serait de favoriser l'usage d'ouvrages amovibles qui est permis selon la loi et de faire en sorte qu'on construit un chemin d'été avec un ouvrage qu'on sait qu'on va enlever. C'est des ponts de bois ou de métal qui sont placés par-dessus les cours d'eau et qui peuvent être enlevés suite aux travaux.
Donc, c'est ce que je te recommanderais comme situation pour faire tes travaux pendant l'été. Puis après ça, ben, c'est parce que tu enlèves ta route. Si tu utilises les ouvrages amovibles, normalement, tu fais un démantèlement complet de la structure par la suite. On va passer à une question. Alice a la main levée, donc s'il vous plaît, nommez votre nom complet et l'organisation pour laquelle vous travaillez. Salut, Alice Bernier-Banville, ministère des Forêts, Faune et Parcs. Salut Alice! On se connaît. Moi, j'avais une question. On sait qu'il y en a des politiques de gestion ailleurs au Canada. Puis par rapport à ce qui se fait au BC, puis en Ontario, mettons, ce serait quoi les plus gros défis au Québec pour mettre en place une politique de gestion? Le plus gros défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait un responsable. Et là, comprenez la situation. En Colombie-Britannique, dans les années 80, à la fin des années 90, les licensees, donc les gestionnaires de CAF, là, ça a changé de nom, mais aujourd'hui, dans notre structure forestière au Québec, il n'y a plus d'intervenant qui est un industriel forestier qui a un territoire à lui. C'est l'aménagement qui est fait par le ministère des Forêts. Puis il y a des preneurs de bois avec le bureau le BMMB, donc le bureau de mise en marché du bois. Donc, la structure a complètement changé. Ce qui fait en sorte que les industriels forestiers, ils n'ont pas d'attachement à un territoire en particulier. Et le territoire en Colombie-Britannique a été, dans les années 90, avec la loi sur les forêts, qui ressemblait peut-être à notre ancienne loi sur les forêts qu'on avait depuis plusieurs décennies. Là. Donc, la loi sur les forêts qu'on avait au Québec permettait de dire, ben voici, c'est toi qui es responsable de ce territoire-là, à l'industriel forestier, et la responsabilité, elle est laissée à cet industriel-là de faire tout l'entretien. Fait que le cadre réglementaire, là, tu t'en vas sur le terrain, tu es quelqu'un du ministère, quelqu'un de l'entreprise, tu vois qu'il y a un problème avec un ponceau, il est obligé d'être réparé parce qu'il y a quelqu'un qui est responsable, c'est l'industriel forestier. Fait que ce que l'industriel forestier fait dès le départ pour construire son réseau routier, ben, il dit, moi, c'est clair que si je construis cette route-là, puis elle me sert pendant 1 an, inquiète-toi pas, au bout d'1 an, je la défais, la route, parce que je ne veux pas l'entretenir. Donc, toute cette logique-là, elle est mise en place depuis le milieu des années 90 en Colombie-Britannique. Et soit dit en passant, quand ça a été adopté, il y a eu un programme qui s'appelait un programme de gestion des Legacy Roads, donc les routes ancestrales. Donc, tout ce qui avait été construit avant 1996, le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique a investi, puis là, les chiffres, j'ai essayé de les trouver, je ne les ai jamais trouvés, mais c'est plusieurs intervenants qui me l'avaient confirmé verbalement là-bas, 2 milliards sur 10 ans pour mettre aux normes tous les chemins pour finalement dire, bon, ben là, c'est correct, là c'est rendu à toi le territoire, puis tout ce qu'on t'a laissé est en bon état, ou fermé, ou entretenu, puis là, c'est à toi, c'est ta responsabilité pour le reste. Donc, ça prend un responsable. Même chose, voyons, au Nouveau-Brunswick. Même chose en Ontario. Donc, en Ontario, quand tu fermes une route, puis tu dis je vais la laisser au ministère, bien, le ministère peut dire non, elle n'est pas fermée à mon goût, tu la fermes comme il faut, ou je ne la prends pas, c'est toi qui as la responsabilité. Et là, bien, au Québec, vu qu'il n'y a plus de responsable de rien, ben, c'est ça qui va être le plus gros enjeu. Si tu dis, ben, on redonne la responsabilité aux forestières, aux industriels forestiers, ben, c'est un changement complet du cadre légal. Tout le régime forestier actuel au Québec ne permet pas ça. Donc, la seule façon de faire, c'est de dire, ben, ça prend le ministère des Forêts qui est responsable de gérer les ressources du gouvernement du Québec, qui sont les chemins. Puis ben là, ben, on n'a pas de la structure, on n'a pas l'équipe. Moi, j'y crois pas pantoute. Là. Mais l'idée, c'est qu'il faut au moins qu'ils reconnaissent que la situation est là. Puis là, les solutions, je ne m'embarquais pas là-dedans, il y en a plein. Puis je n'ai pas l'expertise pour vous dire laquelle serait la meilleure. Je laisse les gens qui gèrent le territoire, le cadre légal, puis qui veulent gérer l'avenir des forêts du Québec réfléchir à ça. Mais je peux juste dire que, clairement, la gestion de l'eau ne fait pas partie des priorités à l'heure actuelle. Puis ça devrait. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Je vois qu'il y a encore une question dans le chat. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Peut-être que vous pourrez communiquer directement avec M. Jutra. Ça va lui faire, je suis sûre, un certain plaisir à échanger avec vous.
Donc, merci, M. Jutra, pour votre présentation. Le gouvernement du Québec et la conservation de l'eau sur nos terres publiques, constat d'échec. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 10 mars et qui s'intitule « La recherche au service de la gestion des incendies de forêt ». Le conférencier sera M. Jonathan Boucher, chercheur scientifique au Centre de foresterie des Laurentides, du Service canadien des forêts. Prenez note également que le colloque de Guillaume Peterson-Saint-Laurent, qui était prévu le 10 février, est reporté au 17 mars. Et puis finalement, je vais vous inviter à surveiller également notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Donc, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une magnifique journée. Monsieur Jutra, merci encore une fois. Merci à tous. Merci de votre attention.